Bonjour à tous. Alors je rigole beaucoup en préparant cette vidéo puisque ça doit faire à peu près la 3e fois que je tente de faire cette vidéo et que quelque chose fait en sorte que je n'arrive pas à faire cette vidéo. Ce n'est pas étonnant puisque c'est une vidéo où je vais parler de moi. Donc forcément c'est toujours plus compliqué de parler de soi que de parler des autres, ou de parler de l'univers, ou de parler de je sais pas quoi. Vous êtes très nombreux à me poser des questions, vous êtes de plus en plus nombreux à avoir rejoint cette chaîne et à vous demander d'où je sors, d'où je connais tout ça, et pourquoi, et comment, et nanana, et je reçois pléthore de messages à ce sujet. Donc pour clôturer le sujet une bonne fois pour toutes, je me suis dit, j'ai senti qu'il fallait absolument que je jette le pavé dans la mare et que je vous explique qui je suis. Alors pas qui je suis au sens littéral du terme, puisque sinon ça se résumerait en un mot, enfin deux, je suis, mais au sens la petite histoire du terme, vous voyez? Donc au sens de l'incarnation, la matrice. Donc tout cela est une histoire, dans l'histoire. Je ne fais pas cette vidéo pour que vous identifiez à cette histoire ou que vous commenciez à dire que c'est bien, c'est pas bien ou je sais pas quoi, pour que ça n'alimente pas votre ego dans tous les cas, c'est pas ça l'intention. L'intention, c'est de vous partager un parcours à cœur ouvert et de vous expliquer en quoi ce parcours a été semé de synchronicité, les messages de la vie. Hein, j'ai été guidée alors que je ne le savais même pas. À l'époque, j'ai été guidée tout au long de ma vie par ces fameux messages, ces synchronicités. Et vous allez voir dans ce parcours, qu'on peut voir aujourd'hui, donc forcément il y a plus de recul, même si à l'époque je le voyais pas, mais on peut voir que chaque chose a été à sa place. Et que chaque chose m'a permis d'arriver là aujourd'hui face à vous. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Donc c'est sous cet angle-là que je vais vous raconter cette histoire. Alors, pour débuter, puisque j'ai beaucoup de questions à ce sujet, je m'appelle Charlotte, j'ai 28 ans à cette heure-ci, et j'habite dans le sud de la France, même si, originairement parlant, je suis de Lille, dans le nord de la France. Voilà. Donc, je fais un petit bon cantique entre deux. Je suis née dans une famille, pour vraiment clôturer le débat, je suis née dans une famille, comme on pourrait dire, de moldus. Donc plutôt une tendance terrienne, sacro-terrienne, pas spécialement religieuse, pas spécialement spirituelle, pas spécialement, voilà, c'était vraiment pas des sujets qu'on abordait, voire même en fait je ne savais même pas qu'ils existaient, voilà, tout ça pour vous dire. Et j'étais très hermétique aussi, hein, je me rappelle notamment cette fois où on m'avait parlé d'un magnétiseur et où vraiment j'avais réagi, oh, mais c'est de la connerie tout ça. Voilà, j'étais très très hermétique et je suis pas du tout née dans un bain spirituel. Voilà, donc ça c'est la première des choses à dire. Et en revanche, autant je ne suis pas née dans un bain spirituel, autant je me rappelle, et je me suis rappelé de ça très récemment, que petite, donc avant l'âge de 5 ans, j'avais à l'intérieur de moi, j'étais persuadée, en fait, d'avoir quitté un lieu qui était chez moi et d'être arrivée dans un lieu qui n'était pas chez moi, avec des parents qui n'étaient pas mes parents et avec tout un espace qui n'était pas l'endroit d'où je venais en fait, tout simplement. Donc très jeune, toute petite, je savais très bien que tout ça c'était pas la vérité en fait. Mais je l'ai très rapidement oublié, évidemment, hein, avec l'âge de raison qui a été un peu avant pour moi, plutôt vers 5 ans que vers 7 ans, j'ai très rapidement oublié, voire même encore plus jeune, hein, j'ai très rapidement oublié d'où je venais, et j'ai très rapidement oublié ce que je foutais là. Et je suis tombée dans cet oubli, et cet oubli s'est traduit à peu près jusqu'à mes 22 ans par énormément de souffrance, voilà. Donc je suis quelqu'un qui a un gros sac à dos, qui a encore des choses, mais qui avait en tout cas ce gros fardeau. Je suis arrivée avec une bonne dose de karma, on va dire, même si je rappelle le karma n'est pas négatif, hein, c'est une loi d'amour, mais avec une accumulation assez importante d'informations à l'intérieur de moi. Et c'est vrai que la vie, du coup, a magnétisé à moi, l'expérience de la vie a magnétisé à moi beaucoup d'expériences, et ces expériences se sont traduites par beaucoup de mots au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau psychique, et au niveau existentiel également. Donc voilà, j'étais cette personne avant, jusqu'à mes 22 ans à peu près, qui voyait le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, très très négative. Vraiment, je tiens à le dire, extrêmement négative. J'étais pas du tout quelqu'un de souriant, j'étais pas du tout quelqu'un, voilà, avec une énergie solaire ou avec de l'énergie tout court d'ailleurs. J'étais plutôt quelqu'un qui avait pas beaucoup d'énergie et qui était sans cesse en train d'être dans un drame en fait. Et ce drame se manifestait beaucoup au niveau de ma santé. J'ai eu pas mal de soucis diverses et variés, je ne vais pas faire la liste parce que franchement il n'y a aucun intérêt, mais j'ai pas mal épuré pendant de nombreuses années et je me suis beaucoup enfermée dans cette souffrance, si bien qu'en fait ma vie c'était de la souffrance. Je me rappelle cette fois d'ailleurs où j'ai dit au médecin, bon il faudrait peut-être me faire une carte d'abonnement, hein, parce que vu que je suis là toutes les semaines, ça pourrait être sympa quoi. Donc voilà,
voilà, pour vous traduire que quand je parle de la souffrance, quand je parle de tout ça, je parle de mon vécu en fait. Hein. Je parle j'ai appris à sortir de la souffrance parce que j'ai souffert. Voilà. Et que c'est pas quelque chose que j'ai lu dans un bouquin, en fait. C'est quelque chose que j'ai vécu. Et c'est en cela que c'est différent que quelqu'un qui va réciter ce qu'il a lu dans un livre. Moi, j'ai vécu quelque chose et c'est ça que je vous retranscris à travers les vidéos. Voilà, ça c'est vraiment un point important. Voilà, donc ça c'est pour clôturer le chapitre, voilà. Dans ce chapitre jusqu'à mes 22 ans, j'ai été quelqu'un d'extrêmement perfectionniste, je suis toujours, mais ça s'exprime différemment aujourd'hui, extrêmement perfectionniste et persuadée intimement que je pouvais avoir l'attention et la reconnaissance des autres uniquement par le succès professionnel ou le succès universitaire. Donc j'ai eu un bac S mention très bien, ma vie c'était les études, il n'y avait que ça qui comptait puisque c'était comme ça que j'avais de l'énergie et de l'attention. Bac S mention très bien, et derrière j'ai préparé le concours pour faire Sciences Po, et j'ai eu Sciences Po Lyon, et je me suis retrouvée sur les bancs de Sciences Po pendant 4 ans de ma vie, donc j'ai un master, et ce qui est quand même très rigolo à l'époque, je n'avais même pas perçu à l'époque, et que je viens tout juste de percevoir, c'est qu'alors que je faisais mes études à Sciences Po, et que j'avais plutôt l'envie de faire des choses plus humanitaires, plus voilà, je savais pas trop ce que je voulais faire finalement, je voulais juste donner un sens à ma vie en fait, à mon existence. Très rapidement j'ai basculé vers l'entrepreneuriat social d'ailleurs à ce sujet, mais avant ça, j'ai eu la chance de faire un stage en communication. Et j'ai choisi une branche communication à Sciences Po, alors que la communication, je trouvais ça complètement naze, et que pour moi la communication c'était juste vendre des produits et en fait participer à la société de consommation, donc c'est-à-dire être complètement à côté de la plaque. Voilà, et j'avais des idées très arrêtées à l'époque. Et du coup, il y a une rencontre qui a un peu changé ma vie, qui a été la rencontre avec celui que j'appelle souvent mon père spirituel, qui en fait tenait à l'époque une boîte de communication, donc une agence de communication. Et bref, on s'est rencontrés dans un contexte qui n'avait rien à voir, et il m'a dit, si un jour tu cherches un stage, écris-moi. Donc je lui ai écrit, voilà, je cherche un stage, mais pas du tout en communication, moi je suis anti. Je veux un stage en conseil en entreprise, ou je ne sais quoi. Et il m'a dit, écoute, je sais pas quoi te conseiller, en revanche, si tu veux faire un stage dans la communication, les portes sont grandes ouvertes. Et oui. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans une immersion dans ce que c'était que la communication. Et c'est quand même rigolo de voir aujourd'hui que grâce à cette expérience, j'ai quand même appris toutes les clés pour déjà m'exprimer. Pour Sciences Po m'a également beaucoup aidé au niveau de la rhétorique, hein, donc de l'art de la communication, mais aussi toutes les clés pour voilà parler de certains sujets. En fait, j'ai appris tous les outils de communication. J'ai appris à m'en servir, sauf que j'ai détourné l'utilité. Je ne les ai pas utilisés pour vendre quoi que ce soit, pour arnaquer les gens ou pour faire quoi que ce soit d'autre. Je les ai utilisés pour partager, pour essaimer des graines de conscience et des graines de positivité, d'amour. Voilà. Et donc c'est quand même très fort parce qu'à l'époque, évidemment, j'en avais pas du tout conscience. Et c'est seulement en lisant la vie aujourd'hui que je me dis, waouh, c'était quand même vraiment une synchronicité déjà à ce moment-là. Et voilà, comme ça a perduré un petit peu, et derrière j'ai travaillé, je me suis beaucoup dévouée à cet entrepreneuriat social, donc j'avais un métier là-dedans. Donc on rassemble l'entreprise et la société, et c'est des projets en fait qui créent des gens qui créent des entreprises pour avoir un impact sur la société. Je trouvais ça assez intéressant. Mais au cours de cette expérience, eh bien, il y a eu quelque chose qui m'a stoppée. Cette chose qui m'a stoppée, ça a été le décès de mon père. Donc j'avais 22 ans, mon père est décédé en 3 mois d'un cancer des poumons, et en fait, littéralement, ça m'a stoppée. Voilà. Là, j'ai compris, c'est même pas que j'ai compris, c'est que j'ai été forcée de m'arrêter. Parce qu'en fait, je pense, avec le recul, que s'il n'y avait pas eu ça, je me serais jamais arrêtée. Et en fait, à travers ce que j'étais en train de faire, j'étais en train de m'enfoncer dans la matrice, en fait. Je m'en rendais pas compte, mais je m'enfonçais encore plus loin dans la matrice. Et j'avais toujours autant de souffrance, hein. Et cette expérience a été tellement forte d'un seul coup que j'ai été obligée de m'arrêter. Sachant qu'au préalable, j'avais déjà eu des signes précurseurs, hein. La vie m'avait déjà envoyé des synchronicités. J'ai eu un accident de la route, je me suis plantée à 120 sur l'autoroute dans un mur en béton, j'ai été hospitalisée 5 jours en Angleterre pour une pyélonéphrite. Bon bref, j'ai eu beaucoup d'expériences qui me montraient sans cesse que j'étais pas sur le bon chemin, que je regardais pas au bon endroit. Et puis tous ces symptômes, toutes ces maladies, tout ce mal-être que je traînais avec moi depuis toujours, était toujours là en fait. Et je voulais pas regarder. Donc mon père est décédé. Et ça a été finalement le point de départ qui m'a fait basculer de l'autre côté. Voilà. Qui m'a fait ouvrir les portes de la conscience.
Et je dis souvent aujourd'hui, même si sur le moment je le pensais pas comme ça, je dis souvent aujourd'hui que ça a été la plus grande des bénédictions que j'ai vécues, en fait. Et oui. Et je pense, je suis même convaincue que c'était un cadeau qu'il me faisait. Voilà. Et donc, tout ça pour vous dire que cette expérience, elle a complètement, ça a été un cataclysme dans ma vie. J'ai tout arrêté du jour au lendemain. Tout. Quand on a une vie à 300 à l'heure et qu'on arrête tout d'un coup, ça fait bizarre, hein. Donc ça a fait très bizarre pendant 6 mois, j'ai fait un burn-out intérieur, spirituel, existentiel, bon bref, toute la souffrance est remontée d'un coup. Et puis pendant 6 mois, je suis restée à peu près alitée, voilà, un légume quoi. Envie de rien, je voyais personne, je me laissais aller, enfin bon bref, c'était un peu, voilà. Mais en même temps, ça allait, c'était très bizarre, j'étais en état de dissociation, je savais plus vraiment où j'étais, enfin voilà, ceux qui vivent un décès peuvent très bien le comprendre. Et puis, ce qui s'est produit, et là ça a été une véritable intuition et une véritable synchronicité à nouveau, c'est qu'un matin, alors que ça faisait 6 mois que j'étais comme ça, un beau matin je me réveille, et en me réveillant, en ouvrant les yeux, j'ai une voix à l'intérieur de moi qui me dit « C'était quoi tes rêves d'enfant ?» Donc faut bien s'imaginer, hein, j'étais au bout de ma vie, j'avais plus aucun sens à rien, pour moi l'existence, j'avais pas trouvé le sens. Hein. Et là j'ai cette voix qui me dit « C'était quoi tes rêves d'enfant ?» Et là, je me revois l'instant d'après, juste après, 7 ans, Charlotte, 7 ans, qui demande à sa mère, à un Noël, « Bon, maman, écoute, hein, les poupées, ça n'a jamais été mon truc, hein, les poupées, les Barbie, les cadeaux, ras le pompon, hein, c'est pas ça Noël pour moi. Noël pour moi, j'aimerais, grâce à Noël, pouvoir concrétiser un jour un projet. J'aimerais que tu m'ouvres un compte bancaire, 7 ans, hein. J'aimerais que tu m'ouvres comme un compte bancaire, que tu me mettes de l'argent dessus, et un jour, tu vois, avec cet argent, je ferai le tour du monde. » Bon. Très prétentieux à l'époque, n'est-ce pas? Et je me rappelle de ça à ce moment-là. Et là, je me dis, ah mais oui, mais c'est ça. Mais c'est ça, il faut que je parte. Il faut que je parte, il faut que je prenne mon sac à dos et que j'y aille. Bon, évidemment, seule, bon bref, tout ça. Bah ouais, je me suis dit, ok, je pars seule. Ok, je prends mon sac à dos. Ok, j'y vais. 3 mois après, j'étais au Népal. Alors, comment j'ai atterri au Népal, ça c'est encore une très belle histoire. C'est qu'en fait, évidemment, quand il y a je sais pas combien de pays sur une carte, c'est très compliqué de choisir là où on va atterrir. Et la vie m'a encore guidée. Une belle nuit, j'ai rêvé que j'étais au cœur de l'Himalaya. Mais littéralement, mais je me rappelle encore aujourd'hui, c'était un rêve très fort, très très fort. J'étais au milieu de ces montagnes, et j'avais cette sensation de plénitude, je sais pas trop quoi. Je me suis réveillée, j'ai pris la carte, je savais même pas où était le Népal. Je savais même pas, j'étais pas spécialement branchée à tout ce qui était asiatique, hein. J'ai regardé la carte, j'ai vu Népal, j'ai dit c'est là. Le lendemain, j'ai pris mon billet, je suis partie. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que, à nouveau, la vie s'est manifestée comme ça. Alors que je n'ai rien cherché, c'est juste, c'est venu comme ça. J'ai atterri au Népal et c'était effectivement pas pour rien que j'étais allée au Népal. Donc je vous passe tout ce que j'ai pu faire au Népal. Je suis pas partie voyager pour voyager. J'ai créé une association, j'ai levé des fonds, j'ai aidé à reconstruire des villages, j'ai fait plein d'actions de terrain humanitaires au Népal. Mais en fait, au Népal, ça a été vraiment la plus grande ouverture du cœur que j'ai vécue. J'ai compris, en étant au Népal, que tout le drame de ma vie, donc tout ce drame de toute cette existence, tout ce drame intérieur, eh bien j'ai compris à ce moment-là qu'en fait c'était pas un drame. Qu'en fait il y avait des gens à l'autre bout de la planète qui avaient pas de toit, qui avaient pas d'eau, qui venaient de vivre un immense séisme qui a complètement ravagé le pays, vous auriez vu, c'était une catastrophe, et que ces gens, ils avaient rien, mais ils avaient cette ouverture du cœur, cette chaleur, cette bonté. Et je me rappelle de ce petit enfant, j'étais en train de faire un trek dans l'Himalaya près des populations tibétaines, et je me rappellerai toujours de ce petit enfant. Il avait plus rien. Et moi j'avais, je sais plus, ça avait un Mars ou je sais plus quoi, et je le vois et je voyais que ça lui ferait plaisir, donc évidemment moi le réflexe, c'est je le prends, je lui donne. Il me regarde, on parlait pas la même langue, hein. Il me regarde, il le prend, il le coupe en deux, il me rend la moitié, il le prend pour lui, il coupe en deux, il donne à son copain, il recoupe en deux, il donne à son autre copain. Et ça m'a... Oh, vous pouvez pas vous imaginer en fait, ça m'a ouvert le cœur d'un coup. Et là j'ai compris que tout ce drame, ça avait été vraiment une création intérieure. Donc ça a été vraiment un pas énorme pour moi le Népal. Et il s'est suivi comme ça 2 ans de voyage initiatique quand même. Donc 2 ans au cours desquels j'ai vraiment roulé ma bosse, hein, comme on pourrait dire. J'ai pèleriné. Hein. Pour moi aujourd'hui, quand j'observe ce que j'ai pu vivre à cette époque, je le compare vraiment à un pèlerinage en fait. J'avais vraiment l'impression que de pays en pays, j'étais en train de peler
peler, me débarrasser, me délester, retirer des couches. Et à chaque pays, je prenais une bouffée, je retirais des couches, je prenais une bouffée, je retirais des couches. Et là, durant ce voyage, il y a une très très belle synchronicité qui m'est arrivée, mais vraiment quelque chose de très fort qui a changé ma vie. J'étais du coup en train de voyager et pendant ce voyage, je magnétisais à moi que des expériences, je rencontrais que des chamans, que des énergéticiens, des gens qui faisaient du yoga. Je me retrouvais toujours dans des communautés comme ça. Je me disais, mais pourquoi j'atterris toujours dans ces trucs-là? On dirait que je les magnétise tous, tu vois. Donc j'ai vécu des expériences très fortes en Mongolie, à gauche, à droite, comme ça. Mais l'expérience la plus forte que j'ai vécue, c'est en Inde. C'est ma rencontre avec Amma. Voilà. En fait, c'est encore un flot de synchronicité, c'est-à-dire qu'avant de partir en voyage, je faisais des soins énergétiques, une personne me faisait des soins énergétiques, et cette personne, quand elle faisait des soins, elle mettait une cassette audio, donc des sons, des musiques, et il y a eu cette musique à un moment, c'était une femme qui chantait, et je peux pas vous expliquer pourquoi, cette musique-là, quand je l'ai entendue, j'ai pleuré, il y avait quelque chose qui s'ouvrait à l'intérieur de moi qui était magnifique. Et j'ai dit à cette nana, à cette dame, je lui ai dit, mais c'est qui chante? Et elle m'a dit, mais c'est Amma! Parce que c'est Amma, c'est genre, c'est une évidence, c'est Amma, je la connais pas, enfin, moi je suis un petit plus, je débarque là-dedans, qu'est-ce que ça veut dire que tout ça là? Bien sûr, étant donné que j'étais très curieuse, je suis allée voir sur internet et j'ai vu qu'effectivement Amma, c'était un maître spirituel indien, etc., qu'elle avait un ashram, patin, couffin, et je me suis dit à ce moment-là, ok d'accord, si jamais je vais en Inde un jour, peut-être, dans l'idée, j'irai peut-être, voilà. Et j'ai oublié. Et quand je me suis retrouvée en Inde, il y a un matin, je me suis réveillée et j'avais la musique d'Amma dans la tête. Vous pouvez me croire ou pas me croire, hein. J'avais sa musique dans la tête. Et là, j'ai su qu'il fallait que j'aille. J'ai pris mon ordinateur, j'ai regardé où c'était, et je me suis rendu compte qu'elle est dans son ashram 1 mois par an, et qu'elle était en ce moment même dans son ashram. Donc, bon, voilà. C'est quand même grossier. Je veux dire, il y a un moment, il faut aussi regarder les choses en face, tu vois. Il n'y a pas de hasard, évidemment, hein, mais là, vraiment, c'était grossier. Donc, je me suis dit, bon, ok, banco, j'y vais. Et j'y suis allée. Et là, ça a été quelque chose qui m'a profondément transformée. J'ai énormément résisté. Hein, j'ai été comme tous les gens qui pensent que tout ça c'est une secte, que ceci, que cela. Hein, je vous rappelle que j'étais une moldue. Et donc, je comprenais pas ce qui se passait. Mais en fait, mon corps m'a trahi. Moi, dans ma vie, c'est toujours mon corps qui m'a trahi. Hein, j'ai commencé à avoir des signaux très forts au niveau du corps, des choses que je contrôlais pas, des visions, tous mes clairs se sont ouverts. Clairsentence, clair ressenti, clairvoyance, tous les clairs, pouf, d'un coup. Et je me suis retrouvée de passer de moldu à tous les clairs s'ouvrent. Donc évidemment, ça a été une expérience très forte à ce niveau-là, à ce moment-là de ma vie. Sauf que, bon, je vous l'ai fait un peu en accéléré sur la suite, hein. Bien évidemment, quand on ouvre tous ces clairs, on pense que ça y est, on est éveillé, hein. Quand on est moldu et qu'on passe de moldu à tous les clairs ouverts, on se dit, ça y est, je suis éveillé, c'est bon, je détiens la vérité. Et donc, on tombe dans l'ego spirituel. Bon, ça, je vous en reparlerai plus tard. Et donc, voilà, je poursuis ce voyage, et donc, ça a été vraiment cette grosse synchronicité, ça a été incroyable. La deuxième synchronicité que j'ai vécue en Inde, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir me former au yoga. Voilà. Donc il faut savoir qu'à la suite du décès de mon père, il m'est arrivé quelque chose d'assez gros, c'est que avant qu'il décède, avant qu'il soit malade, je peux pas vous dire pourquoi. Un matin, je me réveille et je ne sais pas pourquoi. Je me dis, il faut absolument que cet été, je fasse une retraite de yoga. Bon, je tape sur internet, je me rappelle encore, hein, retraite de yoga, je tombe sur pose en yoga dans la Drôme, Pascal je sais plus quoi, je sais très bien qui c'est, hein, mais je vais pas la citer, et je me dis, bah c'est bon, c'est ça. J'appelle cette dame, je dis, bah écoutez, je viens, voilà, je viens cet été à votre retraite, je connais rien au yoga, je connais rien à tout ça, je sais qu'il faut que je vienne. Vous imaginez bien, c'était quand même assez fort à l'époque, et il s'est avéré qu'entre deux, mon père est décédé, et que la retraite était juste après le décès. Et que le yoga a été, pour moi, à ce moment-là, dans la Drôme, ça a été une porte énorme qui s'est ouverte à l'intérieur de moi. J'ai compris que toutes ces souffrances que je ressentais dans mon corps, je pouvais moi-même les alléger, les pacifier, et pouvais moi-même rentrer à l'intérieur de moi et faire tout un travail intérieur avec le souffle. Voilà. Et donc quand je suis arrivée en Inde, ben évidemment, j'ai ce truc de yoga qui tournait dans ma tête, parce que à la base, je voulais aller plus loin. Parce que j'avais encore toutes ces douleurs, j'avais encore tout ce fardeau, et je voulais aller beaucoup plus loin, parce que je sentais que la voie du yoga, c'était une voie qui allait au-delà de juste l'étirement du corps, et c'était vraiment une voie de réalisation intérieure. Et donc, j'ai fait cette formation de yoga. Et le plus drôle là-dedans, c'est que j'ai fait ma formation de yoga, bah voilà, c'est tout, j'ai fait ma formation de yoga. Et bien évidemment, quand je suis rentrée en France, eh bien les gens
donc vous vous reconnaîtrez peut-être dans ceux qui regardent la vidéo, hein, certaines personnes qui me suivaient à l'époque, puisque j'avais une petite page Facebook, j'avais créé tout un petit truc avec ce périple, un blog aussi, tous les gens me disent « Ah, ça y est, t'es rentré en France, quand est-ce que tu donnes des cours de yoga ?» Je dis, mais moi, je donne pas de cours de yoga, moi. Bon, évidemment, je rentre en France, j'ai plus de boulot, j'ai plus rien, hein. J'ai même plus d'attestation, sécurité sociale. J'étais néant dans la société, moi. Le truc, t'es sorti du cadre, t'es tellement sorti que t'es même plus dans le cadre et c'est compliqué de revenir dans le cadre. Et du coup, autant vous dire que je rentre, les gens me disent ça. Non, mais moi, je fais pas de cours de yoga. Hein. Je suis pas professionnelle, j'ai pas pratiqué, non. Et les gens insistent. J'ai d'autres personnes qui, sur mon chemin, me disent la même chose. Mais si, Charlotte, lance-toi, vas-y, fais-le. Bon, je me dis, allez, grosso modo, en gros, je lance un cours. De toute façon, il y aura personne, et de toute façon, j'arrête. Voilà, en gros. Mais pour leur faire plaisir, je vais le lancer. Je lance le cours sur Internet, et bien sûr, en 1 heure, il était complet, on était 15, et en fait, c'était un truc de fou. Donc, de fil en aiguille, je vois que tout se remplit. Donc, les gens me disent, ah bah, tu veux faire quand le prochain, et le prochain, et le prochain. Donc, je commence à faire des cours, jusqu'à un jour où quelqu'un me dit, et elle se reconnaîtra, elle me dit, écoute Charlotte, moi avec ma mère, cet été, j'aimerais faire une retraite. Et là, je sens le vent tourner. J'aimerais faire une retraite. Je la regarde, oui. Bah, en fait, je me disais, si jamais tu fais une retraite, en fait, c'est avec toi que j'aimerais faire cette retraite. Ouais, non. Non. Alors, il faut savoir que, initialement parlant, si je rembobine la cassette, j'étais une enfant, très timide, introvertie, voire très introvertie. Parler en public, c'était jamais de la vie. Aller chercher une baguette de pain à la boulangerie, jamais de la vie. Appeler le médecin au téléphone, jamais de la vie. Et là, la nana me dit, bon alors déjà, j'ai franchi ma peur de parler en public, parce que j'ai fait des cours de yoga collectif, alors que je voulais faire de l'individuel, et c'était ça que j'avais négocié avec moi-même. Et là, elle me dit, si tu fais une retraite, je viens. Et je lui dis, non, les retraites, c'est pour les gens qui sont expérimentés. Hein. Moi, ça fait 3 mois que je suis diplômée, je n'ai pas de niveau. Et en disant ça, je sens que ça sonne pas vrai à l'intérieur de moi. Je sens que c'est pas bien. Et il y avait un truc à l'intérieur de moi, une espèce de truc qui m'a dit, mais enfin, vas-y quoi, merde. T'as quoi à perdre? Au pire, t'as nul. Au pire, ça se remplit pas. Et au pire, tu feras pas ça. Et vu que j'étais quand même curieuse et que je voulais valider potentiellement l'idée que ça pourrait être ça, mais qu'aussi ça pourrait pas être ça, bah je l'ai fait. Voilà. Donc j'ai créé une retraite, et dites-vous bien que la retraite, en 48 heures, elle était pleine. Voilà. Donc c'était panique à bord. Putain, la retraite est pleine. Des gens de la France entière, je ne sais pas comment ils ont atterri là, d'ailleurs ils se reconnaîtront parce que c'est les petits anciens, et oui, je les aime beaucoup. Et donc j'ai créé cette retraite, et bien évidemment quand t'as mis le pied dedans, après c'est compliqué d'en sortir. Donc on m'a demandé une autre retraite, et c'est comme ça que j'ai été amenée à créer plein de retraites, et à faire ça de ma vie, en fait. Alors qu'à la base, c'était pas du tout ça que je voulais faire. Enfin, en fait, j'ai même pas eu le temps de me poser la question de ce que je voulais faire, que en fait j'ai fait ça. Voilà. Et donc, comme je vous le disais un peu plus tôt dans la vidéo, si vous avez toujours suivi, entre deux, évidemment, tu tombes dans l'ego spirituel. Bah oui. Parce que tu commences à faire des retraites, tu commences à être connu, tu commences à avoir tout éclair qui s'ouvre, tu commences à être sûr de détenir la vérité, en fait. Et ça, c'est vraiment un gros piège, et je pense que toute l'humanité, dans son entièreté, passera par là. Et donc, tu crois que tu détiens la vérité. Hein. Le jour où tu es persuadé que tu sais un truc, c'est que t'es dans l'ego spirituel. Hein. Donc évidemment, moi, j'étais à fond de balle dedans. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais persuadée que le chemin, c'était fini. C'est fou, hein. Quand je le dis aujourd'hui, ça me fait bizarre. Hein. J'étais persuadée que c'était fini. Oh putain. Oh là là, qu'est-ce que j'avais pas dit là? Oh mon dieu, je les ai mis en colère là-haut quand j'ai pensé ça, je pense. Je l'ai pensé pendant tellement longtemps. Hein. Je suis restée enlisée 3-4 ans comme ça. Hein, où j'étais la personne qui pratiquait tous les jours, je faisais du yoga tout le temps. Si je faisais pas de yoga, c'était pas bien. Donc j'avais une espèce de routine, j'étais obligée. Et quand je le faisais pas, c'était bizarre, mais je me sentais quand même pas très bien, quoi. Donc vu que je voulais pas voir ça, bah, je continue à pratiquer ego spirituel à 10 000, hein. Voilà. Et puis, bah, il est arrivé un stage chamanique, hein, puisque le chamanisme a été vraiment une voie d'initiation transversale. Hein. J'ai découvert le yoga et j'ai découvert le chamanisme en même temps. Donc ça a toujours été les deux en même temps. Et le chamanisme, j'ai toujours repoussé. Le yoga, j'ai accepté. Mais le chamanisme, j'ai repoussé parce que vraiment, ça me faisait peur. Et j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de peur. Et encore aujourd'hui, hein, mais ça s'est vraiment calmé. Hein. Vraiment. Mais quand tu me demandais, je te répondais, ah non, moi j'ai pas peur. Et puis alors peur de la mort, ben non, nous sommes ce corps incarné dans un... Bon bref, tu vois, je te sortais les violons et je te disais, oui, non, nous sommes cette âme incarnée dans un corps de chair, je n'ai pas peur de la mort, puisqu'en fait on meurt pas. Mais en fait, c'était une idée que je m'étais faite, hein. Effectivement, j'avais lu ça dans un bouquin, mais je le vibrais pas intérieurement, j'avais vraiment peur en fait. Et bah, je pense que je les ai mis un peu en colère.
Jusqu'à un jour où j'ai fait un stage chamanique, et dans ce stage, on a fait des voyages, je passe tout ça. J'ai eu en visuellement, et tous les canaux grands ouverts m'ont dit « Charlotte, il faut que tu partes au Pérou ». J'ai fait « Ok, ouais, ok, d'accord, Pérou. Pourquoi? Initiation chamanique au Pérou. Hein » Et bon, évidemment, j'avais lâché prise, j'avais accepté, enfin, j'avais appris, de par mes expériences passées, à voyager seule, et j'avais appris à lâcher. Donc, j'avais plus de crainte, en fait, par rapport à ça. Une fois qu'on l'a fait, c'est facile. Donc, je me suis dit, bon, bah, ok, je pars au Pérou, donc je prends un billet. Et avant de partir au Pérou, Ama était en France, puisque tous les ans, elle vient en France. Et donc, j'ai fait une semaine de bénévolat, elle vient souvent, donc elle vient à Paris et au sud de la France. Et je suis partie à la Seine-sur-Mer, donc dans le sud de la France, pour aller faire une semaine de bénévolat. Elle était à Toulon, et j'ai dormi chez une de mes amies, et on a fait du bénévolat ensemble, pour Ama. Et à la fin du bénévolat, j'ai pris l'avion à Charles de Gaulle. Et j'ai atterri à Pissac, au Pérou. Me demandez pas pourquoi, hein. J'ai pris la carte, j'ai pointé un stylo, c'était Pissac. Alors voilà, je peux pas vous dire pourquoi. C'est ça qui est fou, c'est que je peux pas l'expliquer mentalement. Je peux pas. Et j'atterris à Pissac, le premier soir je descends dans la rue, et là je tombe, il y avait personne à Pissac, je tombe sur deux personnes, deux Français, qui, devinez quoi, venaient de la Seine-sur-Mer. Hein, l'endroit d'où je venais expressément la veille. Bon, autant vous dire que il y a un moment, quand c'est grossier comme ça, tu te poses des questions, et tu te dis c'est quand même pas par hasard. Donc évidemment, j'ai été amenée à les retrouver à peu près 5 fois, par hasard, dans la ville de Pissac, et j'ai fini par me rendre compte que l'un d'entre eux, en fait, était censé devenir mon conjoint, quoi. Hein, bon voilà. Pour la petite histoire quand même, quand tu rencontres ton conjoint dans la rue, à Pissac, au Pérou. Hein, bon, tout va bien. Donc, je suis quand même partie au bout du monde pour rencontrer cette personne. Bon. Et tout ça pour vous dire que je poursuis cette expérience au Pérou, et donc je vous rappelle, initiation chamanique. Je fais cette initiation chamanique très profonde, dont je vous parlerai peut-être dans une vidéo, mais pas, je vais pas vous la faire là ici. Et grâce à cette initiation chamanique, dans la forêt amazonienne, je me rends compte, mais alors là vraiment, ça a été la plus grosse claque de ma vie. Vraiment. Le décès, ça a été une grosse claque, le décès de mon père. Ça a été une grosse claque au niveau affectueux, au niveau émotionnel, au niveau psychique aussi. Là, ça a été une claque spirituelle. Spirituelle. Et là, vraiment, celle-là, je me rappelle encore. Elle m'a fait très très mal. Très 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 mal. L'ego spirituel en a pris un gros coup. Et c'est pour ça, quand vous me dites en petit message « Ah, j'espère que tu ne retomberas pas dans l'ego spirituel avec ton succès », ne vous inquiétez vraiment pas, ça ne risque pas. Parce qu'en fait, j'en ai tellement chié, j'ai tellement vu, que je ne peux pas, il peut pas refaire surface à l'intérieur de moi, ce n'est pas possible. Il a tellement, alors lui, vraiment, il a pas beaucoup de chance, hein, vraiment. Donc j'ai vécu l'expérience la plus belle et la plus traumatisante de mon existence dans la forêt amazonienne, là où je me suis rendu compte que je ne savais rien. Que tout ça, tout ce que j'avais fait pendant toutes ces années, s'écroulait. Prof de yoga, chamanisme, tous les clairs qui s'ouvrent, faire des soins à distance à des gens, tout ce petit délire comme ça. C'était pas ça. Je me suis rendu compte que j'étais à côté de la plaque. Et alors là, je peux vous dire que celle-là, elle fait mal. Hein. Celle-là, elle fait vraiment mal. Et en plus de ça, non seulement je me suis rendu compte que j'étais à côté de la plaque, mais en plus, je me suis rendu compte que tout ce que j'étais sûre d'être guérie, d'avoir dépassé, transcendé, je sais pas quoi, je sortais toujours les grands mots là, je me suis rendu compte que j'avais rien dépassé du tout. J'étais au point de départ. C'était le début du chemin en fait. Et moi, j'étais persuadée à ce moment-là que j'étais à la fin. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était le début. Alors là, je peux vous dire que j'ai passé un sale quart d'heure. Hein. Durant l'année qui a suivi cette expérience chamanique, donc c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a un peu plus d'1 an, durant cette année qui a suivi, j'ai vécu là véritablement le plus grand drame de mon existence. Ça a été vraiment très très dur. Vraiment très très dur. Très difficile. Je pèse mes mots. Je suis rentrée dans une très grande crise existentielle en fait, où vraiment en fait, tout ce sur quoi j'avais fondé ma vie, ma personnalité, tout ça a volé en éclats. Donc ça a été très difficile parce que du coup je ne savais plus qui j'étais, sachant que si on rembobine la cassette, j'étais persuadée de savoir qui j'étais. Donc c'était vraiment difficile, c'était double en plus. Quand tu sais pas qui t'es et qu'en plus tu te rends compte que tu sais pas, bah voilà c'est tout. Mais quand t'étais persuadé de savoir et que tu te rends compte que tu ne sais rien, mais vraiment rien, ça fait vraiment profondément mal à l'ego.
Et donc j'ai vécu comme ça 1 an de très très gros nettoyage. Donc quand je parle de la nuit noire de l'âme ou quand je parle de crise identitaire ou de voilà de tout ça, je pèse mes mots. Ça a été voilà, je vous la fais pas en long, en large, en travers, mais voilà ce que j'ai vécu. Et donc tout ça a débouché. Faut savoir qu'en même temps que tout ça, on m'a dit tu continues les retraites. Parce que moi je me suis dit bah attends mais c'est tellement le bordel là, j'arrête tout. Et non. Ah non, 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 on m'a dit tu continues, tu continues. Et là j'étais là, mais je comprends pas, je continue alors que vous m'avez dit qu'en fait je faisais ça à travers mon ego, mais du coup je comprends pas. Et là on m'a dit non, 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 tu vas voir maintenant comment ça va se passer en retraite quand tu vas y aller. Ah bah oui, c'était plus comme avant. Hein. C'était plus Charlotte qui se sent à l'aise, qui enseigne ou quoi que ce soit. Non, non, c'était la Charlotte vulnérable qui avait 25 personnes en face d'elle, qui étaient 25 miroirs de ce qu'elle ne voulait pas voir en elle. Donc je peux vous assurer que le truc trop bien au départ s'est transformé en cauchemar et que c'était génial de l'extérieur. Tout le monde me disait oh génial les retraites ça marche trop bien. Ouais ça marche trop bien putain fais chier. Donc autant vous dire que voilà un petit peu ce qui s'est produit et donc je suis sortie de tout ça. Comment je suis sortie de tout ça? Encore une synchronicité. Ça a été quelque chose de très fort pour moi. J'ai encore du mal à le dire sans être émue parce que vraiment ça a été waouh. Wow. Il y a 2 choses qui m'ont permis de sortir de ça. La première chose qui m'a permis de sortir de ça, ça a été Eckhart Tolle, en fait. Eckhart Tolle, le bouquin, Le pouvoir du moment présent. Et c'est pour ça que j'en parle autant. Parce que je suis pas en train de dire que ça va être ça pour tout le monde, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'une fois que t'as nettoyé ça là, et que tu peux voir, entendre ce qu'il dit, mais en fait, il dit tout. Voilà, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Il dit tout. Voilà, c'est le manuel de l'ego, en gros. Comment sortir de l'ego, le manuel Eckhart Tolle. Donc ça a été la première sortie de la crise. Et la deuxième chose qui a vraiment fait la scission, qui a vraiment été, ça y est, c'est fini, et on passe à un nouveau chapitre, ça a été une nuit, je ne dormais pas, donc encore une synchronicité, une nuit je ne dormais pas, et en plein milieu de la nuit, au bout d'un moment, j'étais pas énervée, c'est juste que j'arrivais pas à dormir, j'avais pas un milliard de pensées, j'avais pas des trucs qui m'embêtaient, c'est juste que je n'arrivais pas à dormir. Et il y a un moment, je me lève, je me dis, bah, c'est pas grave, je vais lire un truc, j'avais pas de bouquin, je savais pas quoi lire. Je prends ma lampe torche dans la chambre, puis je regarde un peu la liste des bouquins, et bon, il y avait des bouquins de mon conjoint, hein, puisqu'on était ensemble, donc je regarde un peu, il y avait plein de bouquins que je connaissais pas du coup. Et là, je tombe sur Au-delà d'un cours en miracle, Sylvain Duboullay. Je peux pas vous dire pourquoi ce bouquin, c'était celui qu'il fallait que je lise. Je prends le bouquin, alors que tout le monde, j'avais entendu parler de ce livre vite fait, hein, mais je connaissais pas plus que ça. Je prends le bouquin, je m'installe dans le lit, je l'ouvre. À l'instant où je l'ouvre, je comprends pas ce qui se passe. Je lis le livre, je comprends rien au bouquin. Rien de rien. Mais je ne pouvais pas m'arrêter de le lire. C'était très très bizarre. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé. Hein. Je lisais. Un jour, vous le lirez peut-être, vous verrez qu'on comprend rien. Je lisais, et je comprenais rien. Mais il y avait un truc à l'intérieur de moi qui vibrait. Je voyais en 3D, c'était trop bizarre, alors que j'ai fermé tous les clairs, tous les machins entre deux, parce que en fait, je me suis rendu compte que c'était pas ça en fait la conscience. Et du coup là, je ressens quelque chose de très fort, très 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 fort. Je lis le bouquin jusqu'au bout, sachant que c'est un bouquin, on vous dit, 1 page par jour. Je le lis jusqu'au bout, je ferme le bouquin, je m'endors, je fais des rêves, bon bref. Je me réveille le lendemain matin. Première chose que je fais, je regarde Facebook. Qu'est-ce que je vois? Sylvain Duboullay est décédé dans la nuit. Voilà. Et là, je me dis, m'arrive une vague. Mais encore là, oui, je reviens encore. M'arrive une vague de je sais pas quoi. C'est quand même bizarre parce que je le connais pas en fait. Hein. Enfin, en fait, je l'ai jamais rencontré. Faut savoir qu'il a fait des vidéos sur Tistria qui sont très très bien. Hein. Lâcher prise, vivre un miracle. Ce sont des vidéos où je me suis beaucoup imprégnée de ça. Et m'arrive une vague comme ça, là, comme celle qui vient de me venir, et je comprends pas ce qui m'arrive, et je sens qu'il y a quelque chose de très fort qui se passe. Mais au-delà de ma perception mentale, au-delà de ma perception 3D du petit être, en fait. Et je regarde les vidéos, je re-regarde tous les Tistria, je re-regarde toutes ces émissions, et là, tous ces mots résonnent dans ma tête, résonnent dans ma tête, résonnent dans ma tête. Et c'est comme si ces mots, qui à la base étaient mentaux, étaient en train de descendre dans mon cœur. Descendre dans mon cœur, descendre dans mon cœur. Et il y a eu un shift. Voilà. Il y a eu un shift. Et il y en a eu plein d'autres, hein. Je pourrais vous raconter un milliard d'autres synchronicités. Celle-là, c'est la plus forte. Voilà. Il y a eu plein d'autres synchronicités qui ont fait que d'un seul coup, pouf, j'ai reçu de la connaissance. Comme ça, en fait. Voilà. J'ai pas cherché. Ça s'est fait tout seul. Voilà. Et donc, on me demande souvent, mais ça vient de où, toute cette connaissance? Mais c'est quoi tes bouquins? C'est quoi ceci? Ben, en fait, j'en ai pas. En fait, c'est ça qui est difficile à expliquer, c'est que j'en ai pas, voilà. Donc voilà, il y a eu ce shift à ce moment-là, et j'ai continué les retraites, donc ça a pris une nouvelle ampleur, etc. Passons.
Et la dernière chose qui s'est produite et qui m'a amené jusqu'ici aujourd'hui, après je vous laisse, c'est la création de cette chaîne YouTube. Donc pourquoi j'ai créé cette chaîne? Justement, je ne voulais pas la créer, sachez-le. Ce qui s'est passé, c'est que on a eu le premier confinement. Eh bien, j'ai 2 stagiaires, donc 2 personnes qui sont venues en retraite que j'aime beaucoup, des personnes assez proches de moi aujourd'hui, parce que la plupart des stagiaires sont des gens très proches aujourd'hui par rapport, voilà, dans mon cœur en tout cas. Et ces 2 stagiaires, l'une et l'autre, successivement, m'ont demandé, vu que c'était le confinement, de faire un entretien, une interview en direct, en live, je sais pas quoi, sur YouTube ou je sais pas quoi. Et là, aux 2, hein, je dis non, 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 non. Donc la première, je lui dis non. La deuxième, elle me demande, je lui dis non, 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 et puis bon, je me dis, Charlotte, c'est quand même pas sympa, tu peux dire non, peut-être. Tu peux dire non, et puis là, pour le moment, j'ai pas le temps, mais peut-être plus tard. Donc j'ai ouvert une brèche quand même. Et bien évidemment, moi, intérieurement, j'étais là, bon, c'est juste pour être sympa, hein, mais en gros, je veux pas qu'elle me relance, hein. Bien évidemment, elle m'a relancé, et elle m'a dit, Charlotte, alors, on l'a fait ou quoi? Et là, ça faisait 3 fois quand même, hein. Donc dans les synchronicités, il y a 3 éclats. Au bout de 3 éclats, quand même, mec, c'est que tu dois y aller, quoi, hein. C'est que s'il y en a un qui freine, c'est pas l'âme qui freine, c'est l'ego. Donc, vu que j'étais quand même toujours cette expérience du Pérou dans la tête et que je ne voulais surtout pas retomber dans tout ça, j'ai su qu'il fallait absolument que j'y aille. Donc, je me suis foutu un coup de pied au cul, c'est qu'à de le dire, et je me suis dit, bah ok, j'y vais. Donc, je me rappelle du premier entretien. Bon, on fait pas en direct, hein, par contre, hein. Et puis, si je dis un truc qui va pas, on peut modifier et retirer, hein. D'ailleurs, on l'a refait 2 fois. Et c'est comme ça que ça a débuté. Voilà, j'ai lancé, donc cette personne a lancé cette vidéo, l'autre personne, pareil, a lancé cette vidéo, et de fil en aiguille, bien évidemment, là on m'a dit « Allez, s'il te plaît, quand est-ce que tu vas faire ta chaîne ?» Non, 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 s'il vous plaît. Donc j'ai freiné encore un petit peu, jusqu'au jour où, par un élan du cœur, j'ai dit « Ok, c'est bon, j'y vais !» Et je suis partie à lancer cette première vidéo, à lancer cette deuxième, cette troisième, et voilà comment ce projet a débuté. Donc sachez que cette chaîne, je n'ai jamais voulu la créer. C'est rigolo de dire ça, hein, vraiment. Mais alors, vous pouvez pas vous imaginer comme c'est une immense bénédiction pour moi. Aujourd'hui, cette chaîne, pour moi, c'est un don. C'est un don que je fais à l'humanité, très clairement. Et quand je dis l'humanité, je pèse mes mots, parce qu'avec YouTube, on peut toucher les gens du monde entier. Et c'est en ça que j'ai l'humanité. Et en fait, je me suis rendu compte que, à travers ça, donc grâce à ces personnes qui m'ont poussée, grâce à la vie qui m'a poussée, je suis en train de réaliser ce pourquoi j'étais faite, en fait. Ce pourquoi j'ai fait Sciences Po, ce pourquoi j'ai fait ce stage en communication, ce pourquoi je suis allée dans la jungle au Pérou me faire chier et gerber pendant 107 ans, ce pourquoi, etc., etc. Que tout ça, ça m'a amené à ça, en fait. Et ce qui me touche profondément avec ce projet, c'est qu'en fait, ça touche une des cordes les plus profondes à l'intérieur de moi, c'est de pouvoir rendre accessible à tous cela. Parce qu'en fait, ce qui est le plus fou là-dedans, c'est qu'on se rend compte au plus on avance que toute cette connaissance, tout ce chemin intérieur, mais en fait, c'est pas, ça m'appartient pas. Les outils, ça m'appartient pas. C'est pas Charlotte Hoffman qui a créé l'outil. C'est l'intelligence de la vie qui m'a soufflé l'outil. Voilà. C'est l'intelligence de la vie qui m'a soufflé tout ça. Donc tout ça m'appartient pas. Donc je vous le donne. Voilà. Et c'est en ça que je trouve ça merveilleux. C'est un véritable don. Et pour moi, aujourd'hui, c'est ça. Donc tout ce qui est sur cette chaîne, mais abreuvez-vous, prenez les contenus, téléchargez, inspirez-vous de tout ce qu'il y a, reproduisez la même chose. Mais allez-y en fait. C'est merveilleux, c'est exactement ça l'intention. Voilà. Donc c'était vraiment pour clarifier ça, pour vraiment vous expliquer tout le cheminement en fait qui m'a amené jusque là. Sachez que le chemin n'est pas terminé. Je ne vais pas dire ce qui m'est arrivé récemment parce que vraiment là, j'ai un dossier de plus qui est en train de se rajouter, hein, puisque certaines maisons d'édition me contactent en ce moment en me disant « Charlotte, si jamais tu écris un livre, je veux bien être ta maison d'édition. » 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et là, je me dis « Non. » Bon, voilà. Donc c'est la redite encore. Donc tout ça pour vous dire que tout ce qui est là ici, c'est partagé avec le cœur. J'en suis là où j'en suis. On me demande toujours, mais j'en sais rien. J'ai arrêté de me poser la question en fait. J'en suis là où j'en suis et je dis ce qui me vient. Sans réfléchir, sans me dire, ah, il faut que je fasse ça dans ce sens-là, parce que comme ça, stratégiquement, non, 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 non. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est ça le message aujourd'hui. Donc,
prenez ce qu'il y a à prendre, lâchez le reste, et amusez-vous, éclatez-vous. Enfin voilà, c'est ça le message. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour toute cette écoute, ça fait quand même 40 minutes que je cause. C'est assez long, voilà, c'est très raccourci, mais c'est pour vous donner un petit état d'esprit, et je comprends que vous puissiez vous poser toutes ces questions, parce qu'il y a tellement de personnes qui sont bloquées dans l'ego spirituel sur cette terre, que c'est très compliqué de savoir où mettre où tourner son regard. Sachez que le chemin est loin d'être terminé pour moi, je suis en chemin. Et l'évolution humaine n'est pas la finalité de l'évolution au final, hein, on évolue encore derrière, donc je ne suis absolument pas un être évolué, ni un être finalisé, je suis encore à l'état brut, et je suis tranquillement en train de polir certains espaces. Voilà, donc c'est important vraiment d'en prendre conscience, donc excusez-moi si parfois je me trompe, ou il y a des choses qui sont pas assez précises, ou il y a des trucs qui m'échappent, et je me dis ah merde, en fait ça c'était pas tout à fait ça, mais ah mince, bah écoute, je redirai ça autrement la prochaine fois. Bah oui, parce qu'en fait moi aussi je suis en chemin, voilà, c'est ça aussi le message. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.